Ok. Bon, je déclare la séance ouverte. Donc, la séance du conseil municipal du 19 décembre 2018, vous avez reçu l'ordre du jour, vous avez reçu le fait qu'il y avait un nombre d'annexes très important qu'on ne vous a pas envoyé, compte tenu que ça va être un conseil qui est très technique et qui est lié principalement en relation avec la métropole dans le cadre des transferts de compétences qui ont eu lieu au 1er janvier 2018 et pour lesquels il a fallu signer des conventions, etc., etc. Et bien entendu, le nouveau tableau du conseil départemental, principal partenaire de la commune. Donc, je vous propose, pour ouvrir la séance, le secrétaire de ce soir, compte tenu que c'est technique, ça va être Yves Olivier. Alors, nous avons reçu 4 pouvoirs. Donc, Jean-Maurice, on va en parler dans peu de temps, donne le pouvoir à Paul Davin. Françoise Dier donne pouvoir à Patrice Ibanez. Éric Dary donne le pouvoir à Gérard Philly. Et Leroy Patrick donne le pouvoir à Christophe Azéma. Donc, sont considérés absents pour l'instant Marie-Josée Lana-Sembert et Serge Lafont, Christophe Josse et Yves Menguet. Donc nous allons démarrer avec le quorum la séance de cette façon. Alors ensuite, j'ai une information à vous donner. Nous avons reçu la démission de Nathalie Schneck, qui était sur la liste Rhône Ensemble. C'est une démission qu'on a reçue le 17 décembre, après la convocation que vous avez reçue. Donc ça veut dire que nous allons exceptionnellement faire un conseil, non pas à 27 conseillers, on va faire un conseil à 26. Nous avons déjà démarré les démarches au niveau de la préfecture pour signaler la démission et le fait que la personne qui vient dans l'ordre de la liste, tu me rappelles le nom exact? Sika Maillan. Hein? Donc il prendra pour le prochain conseil la place de Nathalie Schneck. Mais ce soir, exceptionnellement, nous ferons un conseil avec 26 personnes. On ne pouvait pas la rattacher à ce conseil puisque Nathalie avait été convoquée comme vous aux dates précises. Alors, je vais vous faire repasser l'appel de présence. Et bien entendu, vous devez vous y attendre. On va démarrer ce conseil par une minute de silence. Donc la minute de silence, chronologiquement, pour les victimes de l'attentat de Strasbourg. Ensuite, localement, pour la mère de Jean-Maurice, hein, qui a été élue pendant 2 mandats, de 2001 à 2014, donc avec Jacques Pen. Et comme vous le savez, c'est une personne qui a œuvré dans beaucoup d'associations de Rognes, en termes de bénévolat, CCAS, don du sang, Téléthon, etc., etc. Donc c'est normal qu'on s'associe à la peine de la famille ce soir. J'intègre les 2 décès qui sont intervenus. Monsieur Desvallées, qui a été président de la chasse de Rognes, on l'a enterré cet après-midi, et une centenaire de l'année 2018 qui était en maison de retraite à Lambex, Madame Lavenin. Voilà. Donc je vous demande de vous lever, on va procéder à cette minute de silence. Je vous remercie.
Alors, nous passons à l'ordre du jour de la séance du 19 décembre. Donc, le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018. Avez-vous des remarques à formuler? Oui. Paul? Bonsoir. Prends le micro éclair, s'il te plaît. C'est bon. Alors, oui. Je suis un peu malade, mais excusez-moi. Concernant la vente du terrain du lotissement des Garrigues, de nombreuses approximations ont été relevées par les intervenants de Rhône Ensemble et de Ambition Rhône. Ces approximations ne sont que partiellement mentionnées dans le PV soumis au vote, c'est pourquoi Rhône Ensemble votera contre. De plus, 3 mois se sont écoulés depuis ce changement de procédure de vente, ce qui est un désaveu pour notre part de votre ancien adjoint à l'urbanisme qui avait fait du bon travail. Et nous aimerions savoir où en est ce dossier, s'il a avancé au cours de ces 3 derniers mois. Alors, je vais répondre à la première partie de la réponse parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a des questions qui ont été, des questions orales qui ont été demandées par M. Ebanez et par François Dodier, dont l'une se rapporte au lotissement. Donc je vais répondre en partie. Je répondrai à la fin du conseil, à la deuxième partie de ton explication. Par contre, une fois de plus, il y a une critique qui est faite aux agents communaux qui ont retranscrit mot par mot tout ce qui s'est dit. Donc la première partie de ta réflexion, Paul, je ne l'accepte pas vis-à-vis du travail important qu'a fait Marie-Hélène. Donc, donc ça m'énerve que chaque fois vous mettez en doute le travail des agents communaux. Ce n'est pas la première fois que ça apparaît. La deuxième partie de la question sera traitée dans la question orale. Monsieur Ibanez. Oui, simplement une petite observation d'ordre général. C'est vrai que lors du dernier conseil municipal, je crois que ça a échappé à personne, le fait qu'il y a eu une parution dans la presse sur la façon dont le conseil municipal se déroule. Alors même si sur le fond, je pense que globalement ça s'est quand même bien déroulé, en tout cas c'est constructif, me semble-t-il. Simplement un point qui me semble être peut-être à souligner, c'est que j'ai relevé lors de cette retranscription là, donc, du conseil municipal du 26 septembre, l'intervention assez récurrente de Madame Vitalis. Alors, j'apprécie vos réponses et j'avoue que ça apporte effectivement un débat de fond assez technique. Mais il est vrai que l'essentiel des questions qu'on pose, elles vous sont adressées, Monsieur le maire, et c'est vrai qu'il serait peut-être préférable de pouvoir avoir vos réponses, même si j'entends bien, hein, c'est du technique aussi, et qu'on a aussi besoin de vos agents, mais je pense que la présence de Mme Vitalis et de Mme Verrier aussi, elles sont là plus en soutien pour organiser donc, le conseil municipal, et ça serait peut-être bien, si ça ne vous ennuie pas, de pouvoir apporter vos propres réponses. Alors, Monsieur Ibanez, comme Paul Davet, ce soir j'ai fait preuve encore d'empathie avec les listes d'opposition, parce que normalement il n'y a pas de commentaire, il y a juste le vote oui, non. Donc, compte tenu de vos remarques négatives pour l'évolution de notre âge, le duo, vous le voyez souvent, DGS-maire, c'est dans tous les conseils municipaux qu'il se trouve. D'accord? Je préfère donner la parole à Mme Vitalis, en sachant que quand elle intervient, la réponse sera très technique et répondra à 100% de vos interrogations. Donc à compter de ce jour, je n'aurai plus d'empathie avec les deux listes d'opposition et nous passerons au vote directement de l'approbation, acte, et ce sera mentionné dans le rapport. Donc nous passons au vote. Qui est contre l'approbation du dernier conseil? Alors, Paul Davet et Jean-Maurice, 2. Qui s'abstient? Avec Diemico, 2. Je vous remercie. On passe au point numéro 2. Alors, le point numéro 2, il n'y a pas de vote, c'est juste pour vous dire de prendre acte des rapports 2017 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, ce rapport a été mis à votre disposition. Y a-t-il des remarques ou on considère que vous l'avez vu?
Monsieur Ibanez. Oui, là, de ce que je lis du point donc, à l'ordre du jour, c'est un examen du rapport. C'est pas simplement une validation. Prendre acte, il n'y a pas de vote. Ce que je lis. Madame Italis, vous confirmez? Il faudra effectivement prendre acte puisqu'il n'y a pas de délibération. Voilà. Mais la retranscription que vous faites, Il y a pas de l'extrait vote. Voilà, Madame Italis. des communications de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour. Mais Donc, si vous avez des questions, c'est à l'ordre du jour. voilà, donc j'ai effectivement une question sur. Alors, ce que je vous propose, c'est que Marie-Hélène va charger le rapport de la métropole. Tu l'as déjà chargé, Marie-Hélène? Parce que le rapport faisait 200 pages. Comme ça, elle va se mettre sur le point précis où vous voulez intervenir. Il y a juste un point. Non, il n'y a pas de point en particulier. Alors, allez-y, une posez observation votre tout simplement observation. générale. Je suppose que vous avez également donc, pris connaissance de ce rapport. J'étais présent. Voilà, donc moi ce que j'y vois dans ce rapport, c'est effectivement des données générales, mais dans la mesure où on est membre de cette intercommunalité, il y a finalement une synthèse d'un certain nombre de thématiques et qui sont regroupées par ancienne intercommunalité, les anciennes 6 EPCI qui sont désormais membres donc, de la métropole. Alors il y a quelques éléments assez ponctuels sur quelques communes, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'il en est là sur Rognes. Qu'est-ce qui leur ressort de ce rapport qui intéresse la commune de Rognes? Je pense que vous êtes membre donc de l'intercommunalité. Donc qu'est-ce qu'il ressort de ce rapport, de cette activité? Quelles sont les conséquences sur la commune? Ok, je vais répondre d'une manière globale. L'année 2018 et notamment le dernier conseil a porté sur tout ce qui concerne les transferts de compétences, les conventions à mettre en place entre la mairie et la métropole. Voilà, on a eu la modification du PLU de mémoire qui a été approuvé cette année en conseil de métropole. Voilà, c'est du courant, quoi. C'est tout ce qui s'est passé au niveau de la métropole pour Rognes, l'approbation du PLU. Mais Rognes a été concerné par tous les conseils de métropole, à travers toutes les décisions de la CLET, à travers toutes les conventions signées entre les communes et la métropole. Donc on était concerné à chaque conseil, au même titre que l'ensemble des communes. Voilà, je vous réponds comme ça. Et donc qu'est-ce qui s'est... Eh bien, vous prenez connaissance du rapport et vous me dites les points qui vous chagrinent. Je vous interroge simplement sur ce qu'il y a Alors, dans ce rapport pour qu'est-ce qui concerne Rognes. Je vous ai répondu, donc on va demander à Marie-Hélène de se mettre sur le rapport. Hein? Ah, Nier, pardon. Bon, est-ce que vous pouvez faire ressortir s'il y a des points qui concernent Rognes dans ce que j'ai dit? Voilà, là je vois que déjà vous avez tout ce qui concerne la CLET, dont Rognes est concerné au même titre que toutes les communes. Hein, vous voyez l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique de l'habitat, la stratégie de la ville, etc., etc. Continuons. Il y a combien de pages? Il y a 68 pages. Hein. Je l'ai lu intégralement. Bon, est-ce qu'il y a un point qui vous choque, qui vous Il y a un point qui me choque. On ne va pas perdre du temps sur 68 pages non, de rapport. Je ne tiens pas simplement un commentaire des 68 pages. Il y a un certain nombre de communes qui sont à chaque fois, alors partiellement en tout cas, mentionnées, mais Rognes n'apparaît nulle part. Je ne sais pas, dites-moi un exemple de commune similaire à Rognes qui est mentionné. Contractualisation, partenariat et projet, conseil de développement, enfin je peux vous citer tous les intitulés. Bon, on va dérouler, excusez-nous, l'ensemble du conseil municipal, on va dérouler, vous verrez que dans 90% du rapport, Rognes est traité au même titre que l'ensemble des communes. Voilà. J'ai pas vu une seule mention de Rognes. Ah, et est-ce que vous avez une mention de Saint-Canal, de Lambec, du Puy, oui, j'ai vu la Manon. de Saint-Estève-Janson? La Manon, ils ont des spécificités suivant les CPA de la Manon. On peut prendre l'exemple de la Manon, si Marie-Hélène le trouve, vous verrez que ça va être très spécifique. Les communes de Sénas, la Manon ont été concernées surtout par l'arrosage agricole. Rognes n'est pas concerné par l'arrosage agricole au même titre que la Messe de Saint-Canal. Donc, bien entendu, il y a eu des spécificités dans les 6 CPA et les spécificités sont remontées à travers les conseils de métropole, que ce soit en bureau ou en conseil. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez les spécificités. Ça peut être Istres aussi, qui a eu des spécificités. Ça peut être Miramas. Ça peut être Port-de-Bourg, pour tout ce qui concerne la priorité des villes qui ont des problèmes pas de sécurité, mais qui ont une population
qui est différente d'une population classique de communes, donc qui rentre dans des politiques d'État. Voilà. Voilà. Après, voilà. Tout rentre dans tous les points qui sont exposés. J'entends bien. Le propos, il n'est pas polémique. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. On a, par l'effet de l'adhésion à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, on a perdu la compétence d'un grand nombre d'attributions qui étaient classiques pour les collectivités locales. Donc cette perte de compétences, en réalité, on la perd de vue. Sauf à ce qu'on puisse lire des rapports aussi généraux dans lesquels en réalité on ne retrouve strictement rien. Mais la seule courroie de transmission, ce sont les élus de la commune qui sont également membres de la métropole. Vous avez remarqué que ça concerne l'activité de la métropole de 2017. Oui. Donc la première année de la mise en place de la métropole, après des discussions entre le fait que Madame Joassin ne voulait pas rentrer dans la métropole, etc. Donc 2017, ça a été la première année. Donc qu'est-ce qui s'est passé la première année? Si on étudiait 2018, on pourrait rentrer dans le concret, et c'est là où on s'aperçoit que toutes les communes ont été traitées, et les points suivants du Conseil vous le confirment, dans les transferts de compétences, dans ce qui va rester, ce qui ne va pas rester, etc. Le gouvernement aujourd'hui ne sait pas ce qui va rester dans les communes. La seule réponse au Congrès des maires du Premier ministre, concernant les compétences eau, assainissement, c'est de dire vous comprenez, on a déjà transféré de l'eau et l'assainissement. Beaucoup de communes ont déjà transféré, soit aux métropoles, soit aux communautés de communes. On ne va pas revenir en arrière. Donc c'est clair, net et précis. Et par chance, on en profite parce qu'on est en train de faire des travaux importants sur la station d'épuration, on y viendra plus tard. Bon, après, dotation générale de fonctionnement, ça baisse pour des communes, ça reste à l'État pour d'autres. La dotation globale de fonctionnement comporte, je parle, c'est le Premier ministre qui parle, hein. Excusez-moi si je ne rapporte pas au mot près ses propos. Hein. D'accord. Il dit, la dotation globale de financement est une dotation globale qui a été créée il y a 20-30 ans, qui comporte 41 critères. Vous comprenez très bien que le gouvernement a autre chose à faire que de revoir les critères qu'on va garder et créer de nouveaux critères. Donc, balle en touche. Taxe d'habitation, la même chose, balle en touche. Voilà. Je vous réponds rien d'autre à vos interrogations du moment. La métropole se met en place. Depuis 2017, il y a eu des modifications. On a signé des conventions, c'est-à-dire que les mairies ont payé les fournisseurs alors que la compétence était à la métropole, c'est pour ça qu'on a mis des conventions. Et là, on a reçu, il y a 3 semaines ou un mois, encore des modifications pour prolonger ces conventions, parce que la métropole n'est pas prête à prendre en compte. Il y a 3 domaines, je pense qu'on va c'est dans le dossier de ce soir, donc on y reviendra. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Sur 2017, c'était la mise en place de la métropole. Rome fait partie de la métropole. Rome, il y a déjà eu de bons avantages à faire partie. Pour l'instant, nos administrés, en termes d'impôts, ne subissent pas de hausse. La seule hausse que les administrés ont subie, c'est une décision de la CPA, concernant les ordures ménagères, qui ont été augmentées de manière forte, je crois, l'année dernière. Voilà. Mais la métropole, vous n'avez pas eu de modification substantielle dans leur quote-part d'impôts qu'ils reçoivent. Voilà. Alors on peut prolonger le débat toute la nuit, mais il n'y a aucun intérêt à revenir sur 2017 après moi. Voilà. D'accord, donc pour l'instant, bon, pas de hausse effectivement d'imposition. Pas de hausse d'imposition, ça j'ai bien compris. La station d'épuration, le PLU. Donc pour l'instant, ça s'est résumé à ça. Ah non, il y a d'autres points, ils sont tous dans le code, vous n'avez pas tout lu alors. Oui, c'est des conventions de gestion, en fait, c'est des prorogations de conventions de gestion. Mais, ça ne change rien sur l'activité de la métropole sur la commune de Rogne. Sur l'activité, ce matin, on était en réunion concernant justement un projet d'habitat collectif sur Rogne, et on a travaillé avec 2 personnes de la métropole pour la mise en place d'un PUP. Donc il y a tous les jours, on est face aux nouvelles réglementations imposées par la métropole aux communes. Le 9 janvier, nous avons une réunion qui concerne tout ce qui est eau, assainissement, pour savoir comment on va fonctionner. Voilà.
C'est pas en 2017 que tout s'est fait, c'est pas en 2018 que tout s'est fait, c'est pas en 2019 que tout se fait, et c'est pas en 2020 que tout se refera. Je pense que le gouvernement va maintenir sa ligne de conduite, c'est-à-dire maintien des compétences là où on les a attribuées, peut-être un chouïa après sur les hydrants, les incendies, les trucs comme ça, qui peuvent changer. La voirie, apparemment, restera en commune, mais c'est une décision qui doit intervenir en 2020. Voilà. Donc nous, on avance avec eux. Et ce matin, ça a été très, très constructif. Il y avait Chantal à l'urbanisme, il y avait Geneviève agent de l'urbanisme. On a reçu 2 personnes dans le cadre d'un contrat qu'on doit passer avec un constructeur d'un programme locatif. On avance. Alors, qu'est-ce qui va changer? C'est qu'on aurait pu dire ce matin, on fait ça, on le vote au Conseil du 30 mars et c'est réglé. Là, on espère que ce projet-là va passer en Conseil de métropole au mois de juin. Voilà ce qui change, c'est les délais qui s'allongent. Voilà. Et c'est pas la faute de Rognes, c'est pas la faute de la métropole, c'est la faute que la métropole s'est installée trop rapidement, comme le président Godin l'a dit au début. Trop vite. On n'a pas pris le temps nécessaire pour mettre en place toutes ces procédures, qui ne sont pas compliquées, mais qui doivent passer par le conseil municipal de Rognes, par les territoires. Alors je me demande pourquoi les territoires existent encore, hein, parce que ça ne sert plus à rien. Pour moi, Jean-François Corneau, hein. Je ne parle pas pour Madame Joisset. Et après, passage en métropole. Voilà. On fait avec, et même si vous ne voulez pas que Madame Vitalis intervienne, Madame Vitalis reçoit tous les 15 jours des modifications à des choses qu'on nous a dit et qui ont dû modifier les délibérations de ce sens. Voilà. Bon. Vous êtes un petit peu passé à côté, mais c'est pas bien grave. Ah oui, je passe pas à côté, la commune de Rognes dépend de la métropole Aix-Marseille-Provence. On est bien d'accord que la métropole a vidé la compétence, une grande partie de la compétence de la commune. La question, c'est simplement de savoir ce qui se passe, qui se décide pour Rognes au niveau de la métropole. C'est ça ma question. Mais je vous l'ai dit. Voilà, bon. Mais là, on parle de 2017. On est sur l'histoire. Non, mais attendez, on va pas refaire l'histoire de Rognes, ça portait sur 2017. Je me suis permis de vous annoncer des nouvelles de 2018 et des nouvelles de 2019 et des nouvelles de 2020. Je les connais déjà. Hein? Je les connais déjà. Vous les connaissez? Ce qui m'intéresse, c'est 2017. C'est parfait si vous les connaissez. C'est parfait. Donc le débat s'arrête là. On passe s'il y a d'autres intervenants sur ce point. Pas d'autres intervenants, donc vous avez pris acte des rapports annuels 2017 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je vous remercie. Alors, ensuite, nous passons donc, sur les points de vue très techniques, des avenants aux conventions de gestion. Donc, je vais vous lire quelques phrases et après je passerai la parole à ceux qui, bien sûr, veulent intervenir. Donc, lors de la séance du 27 décembre de l'année dernière, le conseil municipal a examiné les conditions d'exercice des compétences de la métropole qui, à compter du 1er janvier 2018, a été chargé selon les dispositions de l'article 2. Donc là, vous avez 6 domaines: le développement, l'aménagement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la politique de la ville, la gestion des services d'intérêt collectif et, le dernier point, la protection et mise en valeur de l'environnement et de la politique locale du cadre de vie. À partir de cela, donc, il y a eu un avenant qui a été sollicité par la métropole étant investie d'un champ très vaste d'attributions, sans disposer des moyens immédiats de les assurer, c'est ce que je vous ai dit il y a 3 minutes, avait établi avec ses communes membres, dont Rognes, des conventions de gestion afin de garantir la continuité du service public pour l'année 2018, parce que le transfert des compétences était 1er janvier 2018. Dès lors, par rapport aux contraintes matérielles de la métropole, pour ne pas dire plus, le conseil municipal avait approuvé les conventions concernant le plan local d'urbanisme, concernant la compétence air et parc de stationnement, concernant la compétence eau pluviale, concernant la compétence service extérieur défense contre les incendies,
Et la dernière, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme. Donc, enfin, aujourd'hui, pourquoi on parle de ça? C'est parce que la métropole, normalement, dans certaines parties, il y a une partie du personnel de la commune de Rome qui devrait travailler, qui est payé par la métropole, qui va être payé par la métropole, et qui peut-être devrait travailler soit sur Aix, soit Marseille. Donc là, on est négocié avec les services, il n'y a pas eu de transfert de personnel, le 0,40, le 0,23 dans certains domaines, etc., qu'on verra plus tard. Donc, pour éviter d'engager des transferts de personnel qui risqueraient d'être remis en cause au terme de ces échanges, il est apparu souhaitable, dixit la métropole, et avec l'accord des communes, de proroger les conventions air et parc de stationnement au pluvial, DECI, hein, c'est l'incendie, ça, et promotion du tourisme dynamique. Donc, voilà ce qu'on vous propose ce soir. Y a-t-il des questions? Allez-y, monsieur. En fait, ce que vous nous demandez, c'est quoi de voter immédiatement, ou c'est ça? Vous voulez qu'on débatte? Ah non, non, là il faut voter. Maintenant, si vous avez des questions, on va y répondre. Il vous est demandé de vous prononcer sur les avenants aux conventions de gestion et d'autoriser, le cas échéant, le maire à les signer. C'est-à-dire que les conventions que nous avons signées au courant 2018, comme ils ne sont pas prêts, ils nous demandent d'en proroger dans 4 domaines. Donc on vous demande l'autorisation de dire le maire de Rome peut signer un avenant d'un an de prorogation. Peut-être l'année prochaine on fera la même chose, hein, mais ça je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Voilà. Ce qu'on a validé au Conseil de décembre 2017, je vous demande de faire un avenant dans 4 domaines. La métropole nous demande. Voilà. Moi simplement, si vous le permettez, une petite question sur l'absence en réalité donc, de prorogation donc, de la convention de gestion sur la planification urbaine. Donc il y avait effectivement donc, une dénonciation au terme donc, du 1er juillet. Simplement savoir pourquoi et comment ça s'était déroulé. Elle n'est pas concernée là. Oui, mais justement, c'est la raison pour laquelle... Et la métropole nous a rien demandé dans ce domaine. On a réussi, comme je vous ai dit, c'est le PLU hein, qui est concerné, c'est-à-dire les perspectives pour le village. On a défini, on le verra plus loin dans les négociations avec la CLEC, on a 2 employés à l'urbanisme, on a pesé le travail qu'ils faisaient dans la notion de PLU et le travail qu'ils faisaient au jour le jour pour les dossiers traditionnels de demande de travaux, de demande de permis, de déclaration, etc. etc. Un chiffrage a été fait et a été proposé à la métropole, qui l'a accepté. Là, on parle d'un avenant pour 4 autres domaines, donc je ne peux pas vous répondre à votre question. Alors, je peux vous répondre car l'avenant air et parc de stationnement, eau pluviale, compétence service extérieur défense de l'incendie et promotion du tourisme, qui ont été validés en conseil municipal l'année dernière, je pense à l'unanimité. Allez, on ne pouvait pas faire autrement, il fallait bien qu'on paye les personnes qui viennent faire des travaux, qu'on paye le personnel, même s'il est affecté à 0,20 ou 0,40 entre guillemets à la métropole quand elle sera complètement mise en place. Voilà. D'autres observations? On passe donc au vote. Il vous est demandé de vous prononcer sur les avenants aux conventions de gestion et d'autoriser le cas échéant le maire à les signer. Qui est contre? Abstention. Je vous remercie. À l'unanimité donc. Alors ensuite, pareil, c'est un peu différent, c'est un avenant à une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. Comme on vous l'a indiqué dans le 2.3, ça concerne, depuis le 27 décembre l'année dernière, le conseil municipal avait entériné une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage relative à l'extension du réseau pluvial de l'allée des Pins, le pluvial rentrant dans les compétences de la métropole. C'est pour ça que nous avions signé une convention. Suite à ce qui s'est passé cette année, donc vous avez des détails de chiffres. Il est apparu que le réseau pluvial de l'école maternelle se connectait dans un réseau nettement sous-dimensionné par rapport au nouveau, ce qui conduisait à accroître considérablement les difficultés de canalisation du pluvial préexistante.
Donc à partir de là, ça risquait de générer des désordres conséquents sur la départementale, dû à l'insuffisant dimensionnement du réseau, accentué par la forte déclivité de l'allée des Pins. Donc il est apparu crucial de procéder au renouvellement et extension du réseau pluvial sur l'allée des Pins, sur 217 mètres, 17 mètres linéaires R. Ça a été fait. Hein. Le présent avenant permet d'intégrer les travaux supplémentaires que nous avons dû faire et de les intégrer dans la convention pour prise en charge par la métropole, donc pour la commune de Rognes, et le coût supplémentaire est de 92 182, soit au total 110 618 TTC. Avez-vous des questions ou on a? Peut-être une question. Le fait qu'il y ait eu un transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, ça veut dire que la commune est maître d'ouvrage dans la réalisation donc, de ces extensions de réseau. Vous avez la réponse, vous m'en posez la question. Qu'en pensez-vous? Puisque vous êtes très technique. Je ne vais pas signer n'importe quoi. Si on nous demande de faire un avenant parce qu'on a payé encore des travaux supplémentaires, ne cherchez pas à me coincer sur un plan technique, parce que je ne suis pas le surhomme qui connaît tous les dossiers sur ce plan-là. Donc vous avez la réponse, si vous voulez la donner à tout le monde, c'est parfait. Sinon, je demande à Mme Vitalis qui va préciser. Je vais demander à Mme Vitalis. Vous pouvez répondre à cette question. Venez là. Alors, la convention initiale qui avait été signée l'année dernière pour le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour le pluvial prévoyait que la métropole transférait effectivement provisoirement durant la réalisation des travaux jusqu'à la réception, y compris le délai de parfait achèvement des travaux, à la commune. Mais dans l'exécution de chacune des décisions qui seraient liées à des avenants, à la contraction de marché, la commune en revanche doit nécessairement demander l'avis préalable à la métropole. Donc en fait là, la maîtrise d'ouvrage est limitée pour la commune de Rognes à la signature de 2 bons de commande qui ont été émis pour les 217 mètres linéaires supplémentaires, plus la création du réseau pluvial de l'école maternelle. Donc la maîtrise d'ouvrage de la commune de Rognes se limite à ces deux-là. Voilà. Et chaque dépense supplémentaire ou chaque travaux nécessaire ou signature qui serait attendue de la part du maître d'ouvrage doit d'abord requérir l'avis préalable de la métropole. D'accord. Alors en réalité, donc, la question sous-jacente, c'était de savoir dans quelle mesure la commune assurait également la responsabilité de la réalisation des travaux. Elle en est complètement responsable. Bien sûr, voilà. complètement responsable sur la décennale, la biennale, tout ça. Oui. Donc la métropole doit être par contre associée lors de la réception, quand même. Mais c'est vrai que l'intégralité... Il n'y a pas de responsabilité solidaire de la part de la métropole, alors ça, c'est... On a le service. D'accord. On a le service. Je vous remercie. Merci. Alors, on va passer, s'il n'y a pas d'autres interventions. Alors, c'était le point 2.3. Donc, il vous est demandé de vous prononcer sur l'avenant à la convention TTMO si présenté d'autoriser le cas échéant le maire à le signer. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. À l'unanimité. Alors, ensuite, le paragraphe suivant est un paragraphe très technique concernant le rapport d'évaluation des charges transférées. Donc, depuis la mise en place de la métropole, a été constituée une commission locale d'évaluation et de transfert des charges. Cette commission a été créée par délibération du 28 avril 2016 de la métropole. Le travail de cette commission a donc été d'arrêter une méthodologie d'évaluation juste et adaptée à chaque compétence transférée et évaluer progressivement les coûts nets des prérogatives transférées. Ce travail a été mené sur l'exercice 2017 et il a continué une grosse partie de l'exercice 2018. Donc, en ce qui concerne la commune de Rognes, nous sommes impactés en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel à travers la promotion du tourisme. Nous sommes impactés en ce qui concerne l'aménagement de l'espace métropolitain dans le domaine du plan local d'urbanisme, le PLU. Je vous en ai parlé en début de conseil. Nous sommes impactés par les aires de stationnement. C'est une convention de gestion prorogée. Nous sommes impactés en matière de gestion des services d'intérêt collectif
où nous retrouvons ce dont on a déjà débattu, le service d'incendie et de secours, que le SDIS gère, l'eau et l'assainissement, dont on a déjà parlé. Quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est la gestion des eaux pluviales urbaines. Donc là, il nous propose une convention de gestion prorogée. Ensuite, nous sommes impactés en tant que commune de Rognes en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de la politique du cadre de vie. Premier point, concession de la distribution publique d'électricité et de gaz. On en a déjà parlé, c'est le SMED qui gérait, donc ça part à la métropole. Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Bon, pour l'instant, on n'en a pas. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc là, on est très peu touché par rapport à d'autres communes, parce que nous, on a des problèmes de ruissellement principalement, et on n'a pas des problèmes d'inondation, en touchant du bois, parce que tout peut arriver avec la nature. Ensuite, nous sommes concernés également par le service de défense extérieure contre l'incendie, où là aussi il y a une convention de gestion à proroger. Donc, il y a eu, si vous voulez, entre 2017 et 2018, sous la présidence du maire de Carnoux, M. Georgie, une dizaine de réunions concernant la CLET, c'est-à-dire essayer de déterminer, par rapport au transfert de compétences de tout ce que je vous ai dit, combien ça coûtait à la commune, combien la commune avait fait d'investissement, combien ça coûtait en fonctionnement, etc., etc. Et à partir de là, ils ont calqué, à partir de certains critères, le montant que la métropole ne verserait plus, puisque c'est la métropole qui va payer ces prestations-là dorénavant. Voilà. Donc, le montant global, vous l'avez dans le tableau qui est face à vous, ça porte sur 287 000 €, j'arrondis. Dans les 287 000 €, vous avez la ligne principale qui correspond aux 10. Les 183 000 €, c'est ce que la commune de Rognes paye au service incendie pour la protection de la commune. Pour votre information, nous dépendons du centre de Lambex. La commune de Lambex et Saint-Carnin ont une contribution légèrement supérieure. Elle est établie par rapport au nombre de logements et au nombre d'habitants. Donc ça, c'est plus la commune qui va le payer, mais on avait la contrepartie, elle était reversée par la métropole jusqu'à présent, ça va disparaître. Donc il nous reste environ après 104 000 € qui sont répartis dans le domaine économique et social, concernant la promotion du tourisme pour 21 000 €. Ça concerne essentiellement une partie des salaires des 2 employés que nous avons sur l'office de tourisme. Donc on a quantifié après 3 ou 4 réunions de travail avec un cabinet d'études qui était chargé d'étudier commune par commune ce qui payait, ce qui ne payait pas, etc. Donc là, on a un montant de 21 000 € qui va être pris en charge sur les salaires et charges de nos 2 salariés principalement. Ensuite, en ce qui concerne le plan local d'urbanisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça concerne une partie des salaires des 2 agents qui travaillent pour 31 000 €. Pour l'aire de stationnement, donc, on l'a établi à 6 182 €. Alors ça, là, ce n'est pas la commune de Rognes, ce n'est pas la métropole qui a décidé. La métropole a décidé d'avoir des critères généraux pour toutes les communes. Et à partir de là, en fonction du nombre de places, etc., ils ont défini que ça faisait tant par place, ramené à 20 ans, 30 ans, durée d'amortissement, etc., etc. Si vous voulez regarder, c'est croustillant. Voilà. Ensuite, gestion des incendies, on en a parlé. Il y a les eaux pluviales qui est, au moment où nous parlons, toujours contestée par les communes. Que ce soit bien d'accord. C'est un des points compliqués. Par rapport aux critères soumis à l'ensemble des communes, on pourrait dire que la commune de Rognes, à travers le travail fait par les employés du service technique, à travers les travaux pour que l'eau s'écoule plus facilement, etc., etc., on a évalué ça à quasiment 21 000 €, si c'est bien le chiffre là-haut, c'est ça, 20 900 et quelques, c'est ça, ok. C'est en suspens, c'est un des 2 domaines où les communes ne sont pas d'accord. Nous, on est impacté pour 20 000 €, c'est pas très important.
Mais il y a des communes, ça fait peur. Donc, je vous dirai après ce qui va adviendre de cette année. Je continue. Donc ensuite, on a la concession de la distribution publique et d'électricité, donc c'est notre cotisation au SMED. On ne payera plus au SMED, c'est la métropole qui payera. Ensuite, GEMAPI, c'est tout ce qui concerne un peu les inondations, les trucs comme ça, on a évalué à 5 000 € sur Rogne. Et tout ce qui concerne la défense d'incendie, comme on est un territoire où il y a beaucoup quand même de forêts, et que le territoire de la commune fait 5 800 et quelques hectares, donc là on arrive à un chiffre qui est à 17 000 € de mémoire. Je crois que Saint-Cana est à 25 000, voilà les chiffres que je peux vous donner ce soir. Donc ces chiffres-là ont été proposés par rapport à des critères définis en groupe de travail de maire. Et reste en suspens l'eau pluviale. À la dernière clé qui est intervenue, pour retrouver la date, mais courant novembre, Monsieur Georgie, dont le président de la CLET, a dit il faut, d'ici la fin de l'année, valider l'ensemble de ces chiffres-là, puisque vous les avez validés à 95%, 98%, et après, vous avez, les communes, la possibilité de faire jouer, c'est un terme bizarre, la clause de revoyure. Ça veut dire que ces chiffres qui ont été définis, on peut amener des éléments. Alors, est-ce que la commune de Rhône va se battre pour les 20 000 € d'eau pluviale? Vu les critères, c'est compliqué. Hein, je vous le dis honnêtement, on va regarder. Mais on n'est pas les principaux concernés. Et à partir de là, bien qu'il y ait eu une erreur administrative, je crois, de transmise à travers le dernier mail qu'on a reçu, entre Madame Vitalis, le maire et les services concernants, il y a eu 2 erreurs qui ont été faites. Et on a demandé à ce qu'on pouvait modifier ces chiffres-là, on n'a pas pu. Mais on va rentrer dans la clause de revoyure pour 2 détails de chiffres erronés pour la commune de Rhône. Voilà comment s'est passée la clé. Très difficile. D'une manière générale, il y avait un gros problème parce que toutes les communes de Marseille, d'Aubagne, qui dépendaient de la métropole marseillaise, enfin de la communauté marseillaise, avaient déjà transféré toutes ces compétences sur des critères qui étaient différents de ceux qui ont été retenus en 2017 et 2018 pour les nouvelles communes, dont Aix, dont Salon, dont Fos, dont Istres, etc. Donc il y a eu un peu des accrochages parce que les critères n'étaient pas les mêmes. Il en ressort, si vous êtes curieux, si vous allez voir, bon pour Rhône c'est 287, on enlève les 183, hein, parce que c'est un truc incontournable. On est à 100 000 €, mais il y a des communes, elles ont 2 millions, 3 millions de transferts de charges, quoi, hein, que la métropole va payer. Voilà. Et il y a des contestations principalement sur le poste dont je vous ai parlé, l'eau pluviale. Voilà. Après, nous on a eu 3 ou 4 réunions assez précises où on a demandé à rechercher le nombre de kilomètres qu'on avait de ci, de là, et on est arrivé à ces chiffres-là. Voilà. Alors, si vous avez des questions, j'essaie d'être un peu plus complet que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Monsieur Ibanez. Non, mais si vous ne voulez pas intervenir, c'est parfait. Non, je pense que c'est quelque chose que, je vous le répète, Georgie, à la dernière réunion, tout le monde l'a remercié, parce que vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'il a pris en termes de remarques. Voilà. Je suis gentil quand je dis remarques. Et après, il y avait comme je l'ai dit à l'entrée pour répondre aux questions, il y avait des problématiques très importantes sur Fos, sur Istres. Il y avait des problématiques sur les zones agricoles de Sénas avec les eaux agricoles d'arrosage. Est-ce que ça compte, est-ce que ça compte pas? Bon, ils sont arrivés à prendre en compte vraiment des spécificités communales. Nous, par rapport à Rhône, on n'a pas de grosses spécificités qui pouvaient entraîner des contestations majeures. Voilà. On y a travaillé avec la DGS, avec précédemment Joël qui était l'adjointe aux finances. On nous a donné des chiffres, on les a regardés, on a fait des réunions avec le bureau d'études et on est arrivé à faire un consensus sur les chiffres que je vous propose d'approuver ce soir. Ces chiffres n'étant pas définitifs, notamment pour l'eau pluviale et le tourisme.
J'ai oublié de vous dire le tourisme, parce que le tourisme, il y a eu un changement, et la compétence, elle ne sera pas au 1er janvier 2018, mais au 1er janvier 2019. Voilà. Parce qu'il y a la guerre entre les offices municipaux, style Lex, tous les grands offices, quoi. Donc ils ont repoussé d'un an. Donc on reste en termes de convention. Voilà. Voilà. Je pense avoir été à peu près complet. Après, vous avez le détail, pourquoi on arrive à 20, c'est concession de distribution, non, ça c'est DCI, 17 500, ça correspond au nombre d'hydrants que nous avons, etc., etc. Il y a temps par hydrant, investissement, fonctionnement, amorti sur une durée, des fois il prenait 20 ans, des fois il prenait 25, des fois il prenait 30 ans de durée d'amortissement. Donc pour ceux qui sont vraiment curieux, vous avez tous les éléments pour y travailler pendant une semaine. Voilà. On passe au vote. On passe au vote. Je vous relis ce que je vous ai dit, qui apparaît dans le compte rendu. Les montants arrêtés des charges transférées, bien que normalement immuables, pourront néanmoins être corrigés au titre de la clause de revoyure. Et auquel cas, ça repassera en conseil municipal. Donc, je vous demande de vous prononcer sur le rapport que je vous ai présenté. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. On va travailler pour lui, c'est bien. Alors, après, il y a également dans l'histoire de ces transferts une convention de dette récupérable à mettre en place. Bon, là, c'est très technique aussi. Donc, tout ça dépend de l'hypothèse d'absence ou non d'individualisation de ces crédits que les communes pourraient avoir. Un mécanisme dit de dette récupérable est mis en place. Donc, à partir des éléments concernant la commune de Rognes, donc on vous propose, il y a le domaine de l'eau pluviale, il y a le domaine de la dépense extérieure, et on arrive le stationnement aussi, et on arrive à un montant de dette récupérable, il apparaît là, aidez-moi. C'est où il est le montant? Paul? Le global. Oui, vous ne l'avez pas mis en global, vous l'avez mis par domaine. Ok, donc, alors... 645, 2752 et 1360. Alors, je répète. Eau pluviale. 5647 pour l'eau pluviale. 2759. Oui, mais ça, c'est le cumul d'un gros de dette. Les aires de stationnement et l'eau, etc. Bon, je ne sais pas comment le résumer, honnêtement. Eh bien, dirons quoi. Je vous lis l'entière recommandation. Le transfert de compétences importe transfert à titre gratuit de personnel et de biens des communes vers l'intercommunalité, selon les dispositions de l'article L 5217.5 du CGCT. Les biens mobiliers et immobiliers intègrent le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la réunion du premier conseil de métropole. Cette translation patrimoniale sans droit ni taxe implique la reprise par le nouveau propriétaire des charges qui grèvent le bien, dont les emprunts qui seraient affectés. Donc on a regardé les emprunts de la commune de Rognes sur les domaines qui ont été transférés. Ensuite, ainsi, pour l'estimation de la dette afférente aux eaux pluviales, la CLEC a appliqué la durée correspondante à la maturité moyenne des prêts de la commune, soit 18 ans à compter de 2018, avec une annuité de 536 € en capital et 211 € en intérêt sur 2018, dégressive sur la durée estimée du prêt et dont le cumul d'encours de dette a été établi à 5 645 €, hein, donc epsilon. Pour mémoire, la modification a sollicité auprès de la métropole dans l'évaluation du patrimoine sur le pluvial, sur la base de laquelle a été évalué le coût moyen annualisé, dont les frais financiers de prêt estimés, aura de fait une incidence sur la présente convention. En ce qui concerne la défense extérieure contre l'incendie et les aires de stationnement, l'amortissement est fixé à 10 ans à compter de 2018 à annuité constante
tel qu'indiqué dans le coût moyen annualisé respectif de chacune de ces compétences. Les frais financiers sont estimés pour la compétence des ECI à 122 € par an et 283 € de remboursement en capital, représentant un cumul d'un cours de dette de 2759. Pour les erreurs de stationnement, ces frais sont évalués à 61 pour les intérêts, 141 pour le remboursement en capital, soit un encours de 1375 €. Donc en conclusion, ce n'est pas ces domaines-là qui sont compris dans la dette de 3 millions de la commune aujourd'hui. Hein, voilà. Donc je vous propose de vous prononcer sur la convention de dette récupérable et d'autoriser donc le maire à la signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je passe la parole à Yves pour le premier point des finances. Alors, c'est débranché, c'est rebranché. Alors, un point technique, là aussi, un point très rapide, on va jouer pour une somme de 318 €. Il s'agit tout simplement d'entériner, d'enregistrer une décision modificative au niveau du budget principal pour la bonne et simple raison qu'une notification a été faite à la commune de Rognes en date du 12 octobre, donc ça fait 2 mois, relative à la répartition du Fonds national de péréquation. Nous avions budgété donc une somme de 5 500 €. Il s'avère que cette somme sera établie donc d'après la notification, à 5 818 €. On a donc à apporter une modification au budget avec une charge supplémentaire à supporter de 318 €. Je vous demande donc, nous vous demandons de vous prononcer sur cette décision modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci, unanimité, merci. Merci Yves. Donc, après, on va parler de Rognes après, je vous rassure. Donc, il y a 15 jours, nous avons été reçus par le conseil départemental, notre principal partenaire financier, comme tout le monde le sait, pour optimiser le contrat qui nous lie avec le conseil départemental de 2016 à 2019. Donc, nous avons fait ça à peu près à 1h30 avec M. Perry, qui est un petit peu le politique qui s'occupe de l'aide aux communes, et Mme Gasto, qui est vraiment la personne qui s'occupe des subventions données aux communes dans le cadre des projets que nous avons. Donc j'étais accompagné bien entendu de Mme Vitalis pour voir de quelle façon l'aide de notre principal partenaire pouvait être optimisée, parce que quand on signe un contrat de plan avec le département, il faut s'en tenir aux années qu'on a définies. Donc nous avions défini, quand nous sommes arrivés en 2014, un plan de 2016 à 2019. Sur les conseils du département, nous avons, entre guillemets, supprimé l'année 2019. Alors vous allez dire, c'est un peu dommage, pourquoi si, pourquoi ça, pour ça. On a fait en sorte de reporter les sommes qui étaient prévues sur l'année 2019 sur l'année 2018. Je vous rassure, on n'a rien perdu de ce qui avait été donné précédemment, prévu précédemment. Alors pourquoi ils nous ont conseillé ça? Tout simplement pour nous permettre, communes, en 2019, de solliciter le département pour d'autres projets qui n'étaient pas prévus dans le plan 2016-2019. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que l'aménagement du centre-village n'aurait pas pu être terminé en 2019, donc on a pris de la sécurité en le mettant en 2018. Une fois que c'est acté en 2018, nous avons 3 ans pour payer la première facture. Donc en 3 ans, on payera la première facture des dossiers qui apparaissent dans l'année 2018. Et l'année prochaine, on a déjà anticipé, en fonction de la volonté politique de la majorité élue par les administrés de Rognes, qu'on vous proposera en conseil, bien entendu. On va déterminer quelques projets qui n'étaient pas prévus dans le plan,
et pour lequel on pourra obtenir des subventions dans le cadre du FDAL, c'est le Fonds départemental d'aide au développement local. En plus de ceci, nous avons eu quelques bonnes surprises. Nous avons eu confirmation que le conseil départemental axait des priorités sur le développement durable. Donc, nous avons inscrit et arbitré des lignes dans le contrat sur le remplacement de notre réseau, les lampadaires, tout ça, quoi, hein. On va les transformer en LED, ce qui nous permettra de faire une économie de 20% sur nos dépenses de fonctionnement. Le problème de la commune de Reims, ce n'est pas de faire des projets d'investissement, vous le savez très bien, puisque nous avons de la trésorerie. Pour votre information, à ce jour, la commune de Reims dispose de 1 800 000 et quelques mille euros, donc nous ne sommes pas à la rue, sans compter les opérations à venir. Donc nous avons reçu la société Ampéris avec Gérard Philippe, mon adjoint aux travaux, et ils nous ont fait part que suite au rapport qu'avait établi le SMED, il serait intéressant qu'on se penche sur la problématique de l'éclairage. Donc, très certainement, on va pouvoir, dans un premier temps, et rapidement, dans le cadre du FDAL, vous proposer en conseil municipal une première enveloppe, je crois qu'on a mis 300 000 euros dans le tableau. C'est ça, Yves? Ok. De 300 000 euros. La priorité, certainement, de cette première enveloppe, il faut qu'on travaille quand même dessus, on ne va pas laisser ça n'importe comment, etc., porterait sur le centre urbain. Hein, et ça nous permettrait de solutionner notre ambition de ne pas éclairer le village la nuit, en mettant tous les 3 ou 4 poteaux, un poteau qui s'éclaire, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, les autres bonnes nouvelles portent sur tout ce qui concerne la sécurité de nos administrés. Jusqu'à présent, le conseil départemental, depuis l'année dernière, avait mis une enveloppe spéciale pour les établissements scolaires, pour équiper de sécurité, de caméras, de ci, de là, financée à 70%. Compte tenu de ce qui se passe au niveau national, Martine Vassal a décidé d'étendre la notion de sécurité à la sécurité des administrés. Donc tout notre projet de revoir l'installation des caméras dans le village, etc., vont être financés à 70% par le conseil départemental. Donc ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Ensuite, le conseil départemental, comme c'est dans l'air, priorise aussi tout ce qui est lié au plan climat, environnement. Donc là aussi, il y aura des aides importantes en matière d'équipement de véhicules ou de, comme ça s'appelle, Gérard, pour nettoyer le sol, la balayeuse, etc. Si on achète de l'électrique, si on pose des bornes électriques, etc., etc., on sera financé à 70% par le conseil départemental. Et ça, c'est en plus du plan qui a été optimisé. Donc, on est sorti de la réunion avec d'excellentes nouvelles qui confirment que sans le conseil départemental, d'où la problématique de sa fusion avec la métropole dans les années à venir, est là et accompagnera la commune de Reims. Voilà. Alors, dans le tableau, vous avez vu également que la station d'épuration a disparu, puisque c'est pris en charge par la compétence qui est remontée à la métropole. Donc ça veut dire que notre plan de 2016-2019 de 10 millions d'euros, bien entendu, a été diminué du montant de la ligne de la station d'épuration. Mais la station d'épuration, comme vous pouvez le constater, suit son chemin en respectant les délais. Il y aura l'équipement et l'intervention Enedis pour le site au mois d'avril. Il y aura la fin des travaux c'est pas du gros œuvre dans ce cas-là, la fin des travaux de sources et de Rivasi qui travaillent dessus au mois de juin pour démarrer les tests.
les tests, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer l'eau, ils vont envoyer les eaux usées, etc. Ils vont voir si tous les éléments qu'ils ont mis fonctionnent correctement. Et ça voudra dire que notre station d'épuration pourra supplanter ce qu'on peut appeler l'existante d'ici la fin de l'année. Voilà. On est dans les délais. Donc c'est parfait, puisque l'objectif de la liste Rhône à venir, c'était de faire en sorte que la station d'épuration soit en service au moment où les opérations d'habitat collectif que nous avons prévues soient livrables. Donc à ce sujet, on va être dans les clous, puisque le groupement Arcade, sous le lotissement actuel de Versailles, malgré les intempéries, avance, et ce sera livrable en avril 2020. En ce qui concerne le projet des maisons du pont, je pense qu'il va commencer cette année. Et je vous confirme que pour le projet Pied-Fouquet, la viabilité va se faire dès début janvier, pour une durée estimée de 6 à 8 mois en fonction des intempéries. Et donc ça veut dire que la station sera capable d'absorber, parce qu'après la viabilité, il y aura encore un an et demi de construction, puisque c'est une cinquantaine de lots qui vont être vendus à des particuliers. Donc, de ce côté-là, ce sont des bonnes nouvelles que le conseil départemental nous a apportées. Alors, on a volontairement diminué un poste qui est la voirie, puisque nous avons pu utiliser les subventions existantes sur les priorités que nous avons définies sur les chemins, et on a fait du travail sur les chemins cette année. On va pouvoir réaliser les 3 ou 4 chemins qui étaient prévus à travers des subventions qui sont un peu plus anciennes. Et on a préféré, dans une optique d'optimisation d'équipement du stade, vestiaires, salle d'accueil, etc., monter la ligne qui était à 547 000 et mettre une ligne d'investissement d'1 million pour tout ce qui concerne ce domaine-là sportif. Donc, écologie, sportif, on a rééquilibré les lignes et toutes les possibilités d'utiliser le DAL et utiliser cette possibilité de travaux de proximité où on mettra des chemins, des jeux d'enfants, etc., etc., en fonction des orientations que nous aurons prises. Donc la commune de Rhône, si au niveau de la métropole, ça ne se voit pas trop puisqu'elle n'apparaît pas, ce qui est certain, c'est qu'au conseil départemental, ils sont là. Ils sont là et ils seront là pour 2019, ils seront là pour 2020. Après, je ne sais pas, parce qu'après, est-ce que le gouvernement va décider, suite aux remontées des décisions du préfet au 30 novembre, est-ce qu'il va y avoir fusion conseil départemental métropole? Je suis incapable de vous le dire. Est-ce que les communes du Pays d'Arles, de Saint-Martin-de-Croix vont être rattachées à la métropole? Je suis incapable de vous le dire. Est-ce que les votes pour le futur ensemble métropole-conseil départemental sera proportionnel, auquel cas les maires des petites communes seront plus présents? Je suis incapable de vous le dire. Ça a été remonté début décembre au niveau du gouvernement, et compte tenu de ce qui se passe au niveau du gouvernement, je pense que le dossier va rester un petit moment par terre et sans étude. Voilà. Je pense avoir été assez exhaustif. Je ne vous ai pas repris les chiffres parce que vous les avez reçus dans le tableau. Je vous ai expliqué donc cette optimisation sur recommandation du conseil départemental pour pas qu'on soit bloqué pour les projets que nous définirons dans les années à venir. Voilà. Maintenant, je suis à votre écoute. Si vous avez des compléments d'information, me demandez. Monsieur Ibanez. Oui, deux éléments en tout cas dans vos propos. Le premier, je constate en tout cas que vous confirmez qu'il y a bien eu donc, un contrat qui a été signé donc, avec le département pour 3 ans. Je vous en ai demandé une copie. 7, 18, 19, 4 ans. Je vous ai effectivement demandé une copie de ce document que j'attends toujours depuis 4 mois. Différents documents aussi qui justifient l'état de vos demandes que j'attends toujours aussi. Je constate aussi, dans le prolongement de vos propos quasi introductifs, et c'est une excellente chose, hein, je m'en félicite, que vous avez finalement changé d'avis
sur le coût du passage à la LED, donc l'éclairage public. Il me semblait qu'en avril, vous disiez que c'était une perspective qui était complètement utopique, parce que ce serait grever complètement le budget de la commune, qui était un trop important budget pour passer à la LED, et je vois que là, vous êtes en train de rentrer dans cette... Je vais vous répondre tout de suite à ça. Ah, s'il vous plaît. Les informations que j'avais avant les élections d'avril me disaient, c'était impossible d'éteindre un pylône, tous les 3 pylônes, et le coût était exorbitant si on refaisait tout le village. Après discussion avec Gérard Philly, avec Ampélis, ils nous ont fait comprendre qu'à partir du rapport de la SMED, on pouvait faire ça par phase. Et par rapport à 2 entretiens complémentaires, on s'est aperçu qu'on pouvait faire une première tranche à 300 000 €. Et si on fait tout, on est à 1,2 million, 1,4 million. Hein, je reste dans des sommes importantes. Là, on va se concentrer sur 300 000 €. On va, parce que techniquement, on a répondu à mes interrogations, les réponses que je n'avais pas précédemment. On évolue, hein, quand on nous dit que c'est possible, alors moi je l'entends. Jusqu'à présent, on me disait que c'était impossible. Je ne suis pas technicien en électricité. Hein. Voilà. Par contre, on aborde ce sujet, et au même titre, vous vous apercevrez que la partie environnement, plan, climat, tout ça, on va l'intégrer. Voilà. C'est parfait, donc si vous êtes content, c'est parfait. Donc pour ce qui est des différents documents là, sur lesquels d'ailleurs Bon, les documents, Maître Ibanez, les documents. Vous n'avez plus besoin des documents pour la maternelle. Il y avait 2 400 000 de prévus. Le conseil départemental, il est resté bouche bée. On a dépensé 2 327 000. On a un petit reliquat de facture, on avait prévu 2,4 millions. Donc, les devis qu'on avait envoyés sont conformes à la réalisation. En ce qui concerne la station d'épuration, je vous ai toujours dit qu'on s'est planté sur l'estimation initiale à 4,5 millions, parce qu'on a eu une offre à 2,5 millions tout compris, environ 2,5 millions, 2,5 millions. Et on va tenir ce chiffre-là. Je l'aurais enlevé du contrat départemental, mais on ne pouvait pas le faire, parce qu'on a figé à ce montant-là. Mais j'ai toujours annoncé 2,5 millions la maternelle, 2,5 millions la station d'épuration, 2,5 millions l'aménagement du village. L'appel d'offres va être saisi la première semaine de janvier pour choisir, comment on appelle ça, un maître d'œuvre qui va, en s'appuyant sur le rapport du CAUE, faire un appel d'offres. Et le début des travaux de l'aménagement du centre-village, j'ai déjà rassuré pas mal de commerçants, il n'y aura rien en 2019. Le début de travaux se fera début 2020. Le temps que tous ces appels de maître d'œuvre, etc., l'appel d'offres se fasse. Mais il y aura 2,5 millions aussi. Je vous ai dit 3 fois 2,5 millions. Le reliquat, c'est les chemins, 300 000 par an, et on tient les trucs. C'est tout ce que vous voyez en acquisition de véhicules, etc., etc. On aura, par chance, pas dépensé 2 579 000 au terme de ces 4 ans. On aura dépensé 2 579 000 moins 842 000 qu'on aurait dû mettre à la station d'épuration. Pour une fois, le fait qu'on soit en retard a servi la commune de Rogne et a fait économiser 842 000 € à la commune. Donc la commune de Rogne, pour 10 millions d'investissements réels, mesurables, et qui seront mesurés quand les 3 projets seront terminés, la commune de Rogne sera intervenue à 1 700 000 € sur 10 millions d'investissements de la commune. Vous pouvez sortir les annales de 100 ans de mairie et vous ne le trouverez pas. On fera effectivement les bilans en temps utile. Voilà. Allez, il y a déjà 5 millions. Déjà la moitié du contrat est fait. Et on a économisé 842 000, c'est clair, puisqu'on ne va pas les payer. Voilà. On continue. Sur 5 ans de mandat, donc on est à peine à la moitié, donc il reste encore un petit peu de chemin. La question que je vous posais initialement, c'était simplement de savoir si les documents, on pourra les avoir, oui ou non. Et les documents, je vais vous donner des devis de 4,5 millions à la station d'épuration, ça ne veut plus rien dire. Je vais vous donner les 2,4 millions qu'on avait envoyés au conseil départemental en 2016. On a réalisé en facture réelle 2,3 millions. Qu'est-ce que vous voulez en faire?
On peut vous les fournir, mais on va perdre du Sur temps. l'aménagement du village, du centre-ville, oui. Et bien, le centre-ville, vous aurez tous les éléments, certainement pour une réunion publique, une fois qu'on aura choisi le maître d'œuvre, pour l'appel d'offres, pour présenter à l'ensemble de la population le travail magnifique et très précis qu'a fait le CLUE. Voilà. On aurait dû vous le présenter bien avant, mais entre-temps, il y a eu ce que vous savez. Voilà. Donc pas de transparence sur ces documents. Hein? Pas de transparence sur ces documents. Vous voulez les 4,5 millions de factures de la station d'épuration? Non, Vous voulez pas faire nécessaire. perdre 3 heures à nos agents? J'ai besoin simplement d'avoir une communication. Ben, je vous le communiquerai pas, vous pouvez demander au conseil départemental qui a validé les opérations. Mais je ne pense pas qu'ils s'amusent à ressortir des archives de 4 ans en arrière. Les projets sont terminés sur 5 millions d'euros. Et vous aurez la proposition du CLUE dès que le maître d'œuvre aura fait l'appel d'offres. Parce que l'appel d'offres, il est communicable et on fera une réunion publique pour vous présenter. Voilà. Donc, acte. Ok, on passe au vote. Alors, comme j'ai détaché une feuille, que je ne me trompe pas. Il vous est demandé de vous prononcer sur la tranche 2018 et le travaux actualisés du contrat d'objectif 2016-2018 signé avec le département. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie pour revenir. Il reste 2 points. Donc le premier point va être présenté par Yves sur les ressources humaines. Et après, nous vous présenterons les contrats d'assurance de risque statutaire qui sont renouvelables par tranche d'année. Donc voilà. Et on passera après à la convention d'objectifs avec les associations. Et les questions que vous avez proposées. Yves, à toi de jouer. Alors, il s'agit là donc, je vais vous donner une lecture du document parce que il y a tout un historique à connaître si on veut être précis. Il s'agit en fait de l'adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire souscrite par le CDG 13 pour un risque prévoyance. En synthèse, avant de nous faire lecture exhaustive, il s'agit en fait tout simplement de faire bénéficier aux agents d'une meilleure offre à caractère commercial par des compagnies qui proposent des couvertures de prévoyance. Alors, allons-y. Un contrat de prévoyance collective, maintien de salaire, indemnité journalière, invalidité ou perte de retraite a été conclu en novembre 2007 avec la Mutuelle nationale territoriale. En 2015, ce contrat collectif s'est réduit à la garantie indemnité journalière et les agents ont pu maintenir à titre individuel les garanties invalidité et perte de retraite. Pour 2019, les taux de cotisation annoncés par la MNT et établis sur les éléments de rémunération brute indiciaire sont de 1,58% pour le contrat collectif, couvrant la garantie indemnité journalière, et pour les agents ayant choisi, donc volontairement, d'étendre leur couverture maintien de salaire à titre individuel de 1,49 pour l'invalidité ou 1,99 pour l'invalidité et perte de retraite. Ainsi, pour une couverture optimale garantissant l'intégralité des prestations, le taux est de 3,57%, 1,58 plus 1,99. 3,57%, c'est donc le taux à retenir. Il est à noter que la MNT intervient à 95% du traitement indiciaire à l'exclusion du régime indemnitaire. Par courrier, en date de mars 2018, la commune a mandaté le CDG 13, Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence pour une convention de participation pour un risque prévoyance des agents. Au cours de sa séance du 11 septembre, le conseil d'administration du CDG 13 a attribué la convention de participation à Collectim General Livy. La convention de participation a pour objet de permettre aux employeurs qui le souhaitent de verser une participation à leurs agents qui souscrivent aux garanties d'assurance de maintien de salaire. Ce dispositif est accessible aux agents si la commune décide de leur verser une participation qui est une aide à la personne sous forme d'un montant unitaire par agent ou modulé dans un but d'intérêt social en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. Dans sa séance du 10 octobre 2018, le comité technique, c'est un comité d'élus de Rognes et d'agents de Rognes, donc c'est quelque chose qui est propre à notre commune. Le comité technique, et son nom est spécifiquement comité technique,
Le comité technique a émis un avis favorable pour le versement d'une participation de 1 € par agent et pour la souscription à la convention de participation et à son contrat collectif d'assurance associé. Cette participation viendra en déduction de la cotisation due et devra être versée directement aux agents, et elle sera soumise aux prélèvements sociaux CSG-CRDS pour un montant total de 9,7% et sera incluse dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Cette participation financière de la commune fixée à 1 € par agent et par mois pour le risque prévoyance sera versée à compter donc du 1er janvier 2019 à un certain nombre, donc selon certaines modalités et selon pour certaines personnes, les fonctionnaires titulaires et stagiaires de la commune, en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, partiel ou à temps non complet, aux agents non titulaires de droit public ou de droit privé en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité. Toutes ces personnes, la condition est qu'elles adhèrent au contrat conclu dans le cadre de la convention de participation du CDG 13. Les taux de cotisation proposés par ce nouveau contrat, et c'est là que ça devient tout l'intérêt de la chose, sont moindres que ceux de la MNT et s'échelonnent de 1,12 pour la garantie maintien de salaire à 2,65 pour une garantie optimale, maintien de salaire, invalidité et perte de retraite. Donc en substance, on passe à 3,57 à 2,65 par le simple fait d'adhérer à cette convention. La condition que le comité technique a validée bien volontiers était que la commune verse symboliquement une somme, on va dire de 1 € à chacun des salariés chaque mois pour entrer. Donc on a ouvert une porte tout simplement à l'ensemble des agents pour qu'ils puissent bénéficier finalement d'une réduction de 1 point sur leur cotisation en octroyant donc cette prestation de la municipalité de 1 € par mois et par personne. L'assiette de cotisation retenue par la commune pour servir de base à l'établissement de la cotisation comprend le traitement indiciaire et le régime indemnitaire. Ainsi, les prestations proposées par le nouveau contrat permettront le versement d'une indemnisation basée sur le régime indemnitaire en sus de celui établi sur le traitement indiciaire. Cette convention est conclue pour une durée de 6 ans, donc, avec une date de prise d'effet au 1er janvier 2019, comme je le disais tout à l'heure. Il vous est donc demandé d'approuver l'adhésion à la convention de participation portée par le CDG 13 pour risque prévoyance à compter du 1er janvier 2019, d'approuver la convention d'adhésion avec le CDG 13 et autoriser le maire à la signer, fixer le montant de la participation financière de la commune à 1 € par agent et par mois pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2019. Approuver le versement de cette participation financière à compter du 1er janvier 2019 aux fonctionnaires titulaires, stagiaires de la commune, en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, aux agents non titulaires de droit public ou de droit privé en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité, qui adhéreront au contrat conclu dans le cadre de la convention de participation du CDG 13. Approuver le versement mensuel directement aux agents de la dite participation, ainsi que le prélèvement sur salaire des cotisations. Autoriser le maire à signer tous les documents utiles à l'adhésion à la convention de participation et à son exécution. Dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. J'en déduis que nous avons droit à unanimité. Merci pour eux. Merci Yves. Donc le 4.2, c'est le contrat d'assurance de risque statutaire, dont l'échéance arrive au 31 décembre 2018. Donc nous travaillons en partenariat avec le CDG 13 et le CDG 13 donc, pour la commune de Rognes a mis en concurrence et nous propose de retenir l'offre présentée par la compagnie d'assurance CNP, le gestionnaire du contrat, Sopaxis. Donc vous avez les conditions de taux, etc.
Y a-t-il des remarques? Sinon on passe directement au vote. Ok, tout le monde est pour? Je vous remercie. Alors, le dernier point concerne la vie associative. Là également, donc, il y a eu un travail fait parce que, par délibération du 3 décembre 2015, la commune avait ainsi formalisé des relations avec les partenaires associatifs qu'elle soutient par la signature de conventions d'objectifs afin de promouvoir et développer l'animation locale tout en portant un regard global sur les aides accordées, etc. etc. Donc, entre-temps, on arrive à échéance des 3 ans. Donc, on veut renouveler les conventions d'objectifs. Il y a un élément complémentaire qui est intervenu qui concerne toutes les associations qui perçoivent plus de 23 000 €. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons actuellement la Maison des Jeunes et la Culture, qui perçoit plus que cette somme, et le comité FED. Donc, ça veut dire qu'une réglementation nouvelle impose une convention d'objectifs avec ces 2 associations. Et donc, un agent a travaillé sur la convention qu'on vous propose. Donc, avez-vous des remarques? Sinon, on passe au vote direct. Peut-être simplement une petite remarque, si vous le permettez. Oui. Là, sur les conventions échues, il y a eu déjà des contrôles au fur et à mesure sur l'utilisation des fonds? Oui. En principe, sauf erreur de ma part, je ne sais pas combien il y a on en a combien qui touchent des trentaines d'associations qui touchent sur on participe régulièrement en tant qu'élu aux assemblées générales. Depuis 4 ans, il y a une année, en ce qui me concerne, où la MJC a été en difficulté. Et la mairie a fait ce qu'il fallait faire pour les aider pendant cette période de difficulté. Sinon, les associations, c'est pour ça qu'on voulait fait voter en 2 tranches. On fait une tranche fixe, et en fonction des objectifs qu'ils ont pris, on fait le complément en fin d'année, ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vous dis, à part cette année-là, où la MJC a eu un véritable problème de trésorerie, donc elle n'a pas pu faire certainement tout ce qu'elle avait prévu, la mairie, on les a écoutés et on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse. Bien sûr, tu peux compléter, Christophe, s'il y a d'autres associations. De mémoire, on a eu la chance de ne pas avoir de soucis avec les associations pour l'instant. Alors, on n'a effectivement pas constaté de soucis. Par contre, on a fait évoluer les sommes, les subventions attribuées en fonction de ce qui s'était déroulé au cours de l'année précédente au niveau de chacune de ces associations. Donc je vous en ai parlé les dernières fois. Typiquement, donc il y a quelques années, on revient sur l'évolution de la CPA en métropole. Il y avait un certain nombre d'associations qui avaient une subvention CPA. Donc toutes celles qui avaient un intérêt intercommunal, ces subventions sont passées à la métropole, et celles qui avaient un intérêt purement local ont été reversées à la municipalité. Et donc on reverse depuis la somme anciennement municipalité Rhône plus la part anciennement CPA. Mais on a constaté que certaines de ces subventions étaient peu ou mal utilisées par certaines associations, à tort ou à raison, et donc on a fait évoluer l'attribution de ces subventions. Donc, je vous donne pour exemple le cas de la CAR, puisque l'association est moribonde. Donc typiquement ils n'assumaient plus comment on appelle ça, le carnaval, pardon, et ils avaient une subvention pour se faire de l'ancienne CPA, et donc cette subvention a été depuis réattribuée en partie à l'ARP, qui a repris le relais de cette manifestation. Donc là un exemple, donc on suit effectivement les subventions qu'on attribue en fonction du déroulé de l'année précédente. Ce sont des vérifications sur dossier au moment du renouvellement des subventions. C'est ça. C'est ça. Et l'ordre de l'Assemblée générale. Après,
Après, typiquement, il y a eu aussi un très gros investissement de l'EPCI. Je vous en avais parlé aussi au cours d'un conseil municipal précédent. Donc ils interviennent à notre demande, par exemple, pour, on ne va pas dire former, parce que ce n'est pas une formation, mais pour informer les associations qui le souhaitent sur les premiers secours. Donc je rappelle, ce n'est pas une formation parce que ça ne peut être proposé que par les instances accréditées pour. Mais voilà, ils le font bénévolement et pour les accompagner, on leur attribue une subvention qu'on ne donne pas en fait, qu'on n'attribue pas à l'association demandeuse pour ne pas faire boîte aux lettres. Voilà. Donc voilà, 2 exemples, mais après si vous voulez on peut regarder d'autres dossiers hors conseil si vous avez des... Non, c'était simplement pour savoir si c'était effectif comme contrôle, mais à partir du moment où il y a une participation. Après il y a des demandes de subventions auxquelles on ne répond pas favorablement. Donc au dernier conseil, vous aviez constaté qu'il restait 200 €, c'était 200 € qu'on pensait attribuer à une association qui en avait fait la demande. On avait refusé parce que ce n'était pas justifié en avril. On avait proposé de monter un dossier qui intéressait les Rhôniens. On n'a rien reçu pour répondre à cette demande et donc on n'a pas versé, mais ces 200 € du coup ils sont restés en limitation, on va dire. Merci. Ok. Merci Christophe. Donc il vous est demandé d'approuver les termes des conventions d'objectifs établis pour les associations listées ci-dessus et le cas échéant autoriser le maire à les signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Dans les décisions, dont normalement je dois toutes les lire, mais comme il y a 4 ou 5 questions, je vous propose de noter qu'on a fait un appel d'offres dans le cadre de marché de fourniture de matériaux attribué à la quincaillerie aixoise, qu'on est en train de faire un appel d'offres présenté par le cabinet ACE Consultant pour une mission d'assistance et le conseil pour le marché d'assurance dommage aux biens, responsabilité civile et flotte automobile qui arrive à échéance, qu'on a validé l'offre présentée par ADS Design pour la location de décors lumineux. Je vous ai extrait les 3 principales, le reste étant des locations de salles, etc., etc. Donc je vous propose maintenant de passer aux questions orales. Donc nous avons reçu des questions orales de la part de M. Ibanez et des questions orales de la part de Mme Dier. Alors on va commencer par les questions de M. Ibanez, si vous voulez lire vos questions orales. Merci Monsieur le maire. Donc une question qui se décline donc en 3 volets. Le premier concerne donc la vente des lots de lotissement donc des garrigues et qui rejoint ce sur quoi vous interpellez tout à l'heure donc Paul Davard. Alors, la question se rédige ainsi. Donc, lors de sa séance du 26 septembre 2018, le conseil municipal a approuvé notamment le règlement de consultation et le cahier des charges joint et fixant les conditions et modalités d'attribution des lots du lotissement des garrigues et vous a autorisé à engager la procédure de consultation, à accomplir tous les actes préparatoires, à adopter toutes les mesures utiles en vue de la réalisation de l'aliénation des 8 lots du dit lotissement, conformément à la procédure visée dans le cadre de la délibération adoptée. Alors, dans ces conditions, nous souhaitons savoir alors, quelles sont les démarches que vous avez entreprises en exécution de cette délibération. Ensuite, dans l'hypothèse où de telles démarches ont été effectivement entreprises, où en êtes-vous de la procédure de consultation et le cas échéant, combien d'offres d'achat ont été reçues par le notaire désigné? Alors, je réponds à cette première question. Donc, le premier travail que nous avons effectué, c'est de retourner sur le site et suite aux fortes pluies qu'il y a eu, notamment l'orage d'août, pour remettre à niveau le site, pour bien le nettoyer, pour bien notifier là où s'arrêtent les parcelles, afin d'optimiser les visites que nous allons faire avec les futurs acquéreurs. Deuxièmement, nous avons validé la procédure que nous vous avons proposée avec Maître Grégory, qui va se charger du dossier. Donc, voilà. Le troisième point concernant la publicité,
Nous allons très certainement la faire à partir du 10 janvier pour une durée d'1 mois. On optera pour la faire très certainement sur la Provence. Donc on va mettre un délai d'1 mois pour les réponses. Donc réponse ouverte par l'étude de Maître Grégory, ça veut dire qu'on vous les proposera au Conseil du mois de mars, hein, les acheteurs. Ce que je voulais préciser, même si ce n'est pas dans la question, c'est que les remarques formulées lors du dernier Conseil ont été analysées par l'avocat conseil de la commune, qui nous a fait un retour le 16 octobre et qui nous a dit vous pouvez rester sur ce que vous avez présenté en conseil. Pour votre information, à ce jour, nous avons une liste de 29 personnes souhaitant acheter un terrain. Alors peut-être que les premiers ont peut-être fait des investissements ailleurs, mais on a une liste nominative de 29 personnes. Voilà. Deuxième question. Donc deuxième question est relative donc à la situation du personnel communal. La situation des agents municipaux est un sujet de discussion manifestement récurrent au sein de la commune et depuis plusieurs mois au moins, les effectifs semblent réduits pour des raisons diverses. Selon une étude toute récente, les arrêts maladie de longue durée représentent au sein des collectivités locales 4% des agents absents. Aussi, nous aimerions connaître le taux d'agents absents au sein des effectifs municipaux et la part de ce taux correspondant à des arrêts maladie de longue durée. Et sous réserve des informations médicales confidentielles, nous souhaiterions également connaître les principales raisons qui, le cas échéant, pourraient justifier un éventuel taux plus élevé pour la commune de Rognes. Alors, vous démarrez le sujet en disant que la situation des agents municipaux est un sujet de discussion depuis plusieurs mois. Je complète, je dirais depuis des années. Et je vais vous donner les chiffres. En ce qui concerne votre première question sur les maladies longue durée, nous sommes à un taux de 3,57 parce que nous avons 2 personnes qui sont en longue durée. Une qui est en longue durée depuis janvier 2017 et une autre depuis juin 2017. Donc nous sommes en dessous du taux de 4% dont vous parlez. Ensuite, nous avons également une personne qui est, entre guillemets, déclarée en maladie réelle. C'est un peu différent des longues durées suite à un AVC. Donc cette personne-là est susceptible de reprendre son poste en fonction de l'évolution de sa maladie, ou on va arbitrer vers une retraite, le terme exact, retraite invalidité. Hein, voilà. Alors, ensuite, je vous rappelle que l'effectif de la commune est de 56 agents. Alors, les éléments que je voulais vous communiquer sont les suivants. Et ça a été évoqué d'une manière financière lors d'un dernier conseil. Il y a des photos qui sont faites par la Sofaxis sur la situation justement des longues maladies, des longues durées et des accidents de travail. La situation qui a été favorable à la commune de Rognes, c'est qu'ils ont fait une analyse en mai 2017, et il s'avérait qu'en mai 2017, nous avions 0 agent dans cette catégorie. Ce qui va permettre à la commune de cotiser, de faire une économie de cotisation. Je ne sais pas si ça commence en 2019, je crois que ça commence en 2019, 2020, 2021. Nous allons économiser dans ce chapitre 50 000 €. On pourra affecter à d'autres dépenses de la commune. Donc la prochaine photo faite par Sofaxis va intervenir en mai 2020. J'espère que les personnes et le nombre des personnes que je vous ai dit reviendra ou approchera le chiffre 0. Sinon, la commune devra payer une cotisation supplémentaire.
Pour votre information, quand je vous disais que ça dure depuis des années, la photo précédente, elle date de mai 2014, c'est-à-dire 15 jours après mon élection, puisque j'ai été élu le début avril 2014. Il y avait 5 personnes dans ce cadre précis que vous avez demandé, comme aujourd'hui, donc, entre les longues maladies, les longues durées et accidents de travail. Et pour être un peu plus complet, même si vous n'avez pas posé la question, nous avons actuellement un accident de travail, 2 personnes, une depuis novembre 2017, une autre personne, hein, c'est pas masculin, féminin, hein, une autre personne depuis octobre 2018. Et je vais faire un clin d'œil à un employé qui s'est fait mal hier lors des déplacements de barrières de ci, de là, qui s'est fait vraiment mal au dos et qui a dit, par précaution, on a déclaré un accident de travail. Mais cette personne-là, je ne la nommerai pas, tout le monde pourra savoir qui c'est. Ce matin, elle était présente au travail. Donc je le félicite, il travaille pour la commune. Voilà les réponses à vos questions. On peut continuer. Donc là, vous avez répondu donc, également donc, au taux d'agents absents au sein des effectifs municipaux, donc on est à 3, c'est ça? Sur la longue durée, on est à 3,57. Nous aimerions connaître le taux d'agents absents au sein des effectifs municipaux et la part de ce taux correspondant à des arrêts de maladie de longue durée. Donc là, vous avez ça, je vous l'ai dit, 2 personnes, 3,57. Et le taux d'agents donc absents au sein des effectifs municipaux? Alors, après, nous avons des attentes, bien entendu, je ne vais pas me cacher derrière la doigt. Donc, on a les longues durées, 2 personnes, une maladie, hein, celle que je vous ai dit, l'AVC, une personne, 2 accidents de travail. Nous avons après le cas qui dure depuis 18 ans de la personne dont je ne nommerai pas devant tout le monde. Ensuite, nous avons 3 personnes qui sont en arrêt de travail entre 3 et 6 mois. Un, ça n'a pas été un accident de travail, mais malheureusement pour lui, c'est une maladie, il était à sa 3e opération. C'est un jeune. Ça paraissait, il y a 10 jours, on m'a dit il reprend, et malheureusement, ça repart. Donc il va devoir trouver, j'espère, un spécialiste qui trouvera la solution à son problème, parce que c'est un jeune aussi qui est engagé à fond pour la commune. Mais il va prolonger. Et on en a un autre, entre 3 et 6 mois, donc 3 personnes. Ensuite, nous avons en maladie récente, inférieure à 1 mois, 2 personnes, une qui devrait reprendre le 4 janvier, une autre c'est un peu plus incertain. On a une autre personne qui a pris un arrêt maladie sur 1 semaine, donc qui devrait rentrer le 4 janvier, et une autre personne aussi qui n'oppose aucune difficulté, je crois que c'est sa première arrêt maladie, qui sera absente 15 jours et qui va reprendre. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui devraient reprendre rapidement. Donc, un total de 12. Un peu plus, 14. Sur 56, pour être complètement transparent. Voilà. Merci. Donc le dernier point, s'agissant donc de l'entretien des chemins communaux, donc la liste Ambition Rhône a été destinataire, mais je crois comme d'autres listes, d'un courrier daté du 20 novembre 2018 par lequel la quasi-totalité des caves et domaines viticoles de la commune souhaite l'institution d'une servitude d'élagage au droit des chemins communaux qui sont énumérés par le courrier. Cette servitude relevant des compétences du maire, nous souhaitons donc savoir si vous entendez faire droit à cette réclamation apparemment légitime des dites caves et domaines viticoles. Ben pour tout vous dire, j'ai été surpris de recevoir cette lettre parce qu'on est en contact direct permanent avec les agriculteurs, que ce soit les cas particuliers ou les cas viticoles. Donc, le courrier est du 20 novembre, mais on a reçu le 7 décembre. Hein. Bien sûr, je vais prendre en compte une partie de la demande sur le fond qu'ils font, hein, pour élaguer, etc., etc. Mais ils sont également concernés, parce qu'ils ont des parcelles concernées, pas en ligne, bien sûr, les boisés à côté. Donc la mairie ne va pas faire le travail à leur place, sur leur parcelle privée, hein, d'accord?
puisque les arbres qui vont sur les chemins, ils partent d'une parcelle privée. Donc leur parcelle privée à eux, comme ils ont toujours fait. Les paysans, ils font tout, ils nettoyaient les fossés, ils coupaient les arbres, ils faisaient tout. Donc, je suis très surpris par cette demande. Donc, cette partie-là, bien entendu, on ne la prendra pas en compte. Ensuite, je vais vous donner deux exemples pour traiter... Non, c'est celui-là, pardon, parce que je ne me trompe pas. Ensuite, il y a beaucoup de propriétaires privés. L'exemple, c'est en face à Saint-Marcelin. La route est très étroite, mais la mairie n'est pas concernée. C'est des propriétaires privés qui sont tout le long de Saint-Marcelin quand vous arrivez du VU. D'accord? Jusqu'à présent, les viticulteurs, ils prenaient les deux bras, ils coupaient la branche tous les 30 ou 40 mètres qui gênaient d'une année sur l'autre. Là, ils veulent impliquer la mairie. Nous, on fera ce qu'on doit faire. Mais si je m'en réfère à l'article de loi qui m'envoie, en application des pouvoirs de police de la circulation de l'article L2213.1, la responsabilité du maire sont les branches à l'aplomb des limites de ces bois par le propriétaire et à ses frais, même au croisement carrefour en marchement. Les arbres et les haies doivent être élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de 50 mètres. Bon, le problème, c'est que leur machine à vendanger, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Hein. J'ai travaillé, j'ai financé des machines à vendanger. Maintenant, il faut 4 mètres. Je vais leur dire gentiment en rigolant, si le jour elles font 8 mètres, il va falloir demander à Enedis au téléphone de déplacer leur fil. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas polémiquer sur la demande qu'ils m'ont fait. La commune n'assurera pas tout ce qu'ils me demandent. On va intervenir sur les propriétaires privés qui doivent faire le job avant nous. Voilà. Voilà ma réponse. Alors, après... Pardon, sans discussion, mais si vous le permettez... Normalement, il n'y a pas de discussion, mais allez-y. Si vous le permettez simplement, je ne pense pas qu'ils vous demandent de faire le travail pour eux. Hein. Ils vous demandent d'établir une servitude d'élagage. Moi, si je fais une servitude d'élagage, je vais rester à 3 mètres. Ça ne va pas répondre à leurs problèmes. 3 mètres de haut, puisque leur machine fait 4 mètres. Donc, c'est pas possible de la mettre en place. Mais on ne va pas polémiquer sur un article de loi. On va traiter ça comme on a toujours traité ça, entre gens qui vont se comprendre à un moment donné, quoi. Hein. Vous achetez leurs produits, nous, on achète leurs produits. La mairie, on n'achète rien d'autre en consommation viticole. On fait travailler que les caves de Rhône, d'accord? Donc, à un moment donné, on va trouver l'équilibre entre ceux qui vont faire, ceux qu'ils ont toujours fait, et ce que la mairie peut faire dans quelques cas précis. Et je ne vais pas reprendre tous les chemins ruraux, ils plantent des vignes de partout, hein, à un moment donné, s'ils rentrent dans la forêt, ils font le travail, au lieu de tomber 1000 arbres, ils en tombent en 1200. Hein. On a eu le cas sur deux cas particuliers. Hein. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on traitera. Alors, la question de Madame Dier, est-ce qu'on doit la traiter? Ok, allez-y. Donc là, je la reprendrai donc in extenso. Deux volets également, sécurité publique. Nous vous avons interrogé lors du précédent conseil municipal du 26 septembre 2018 sur des questions de sécurité relatives aux installations foraines. Votre réponse n'a été que partielle et nous souhaitons que vous puissiez apporter une réponse claire à nos questions. En votre qualité de maire, vous avez l'obligation de vérifier les attestations que doivent vous produire les forains sur la conformité de leurs installations aux normes de sécurité et également leur engagement d'un montage de leur manège conforme à ces normes. Par ailleurs, nous souhaitons que vous confirmiez le montant de la redevance que vous avez perçue à l'encontre de chaque forain pour leur occupation du domaine public communal. Alors, la première partie de la question, concernant les questions de sécurité, vous avez dans le compte rendu l'exhaustivité de ce qui s'est passé, donc je n'ai pas à compléter la réponse. Sur la deuxième partie, obligation de vérifier les attestations, donc là j'ai devant moi l'historique de 4 ou 5 ans d'autorisation, de demande d'installation en tant que forain pour la fête votive. J'ai regardé ce qu'on avait reçu pour 2018. Les principaux manèges qui sont sur la place, on a les attestations de conformité d'assurance de matériel.
On ne les a pas pour tous. Je m'engage aujourd'hui, pour 2019, à faire en sorte qu'on les ait. Voilà. Il y a des échanges qui se font par courrier, par des mails. On a contacté pour 2018 le responsable des forêts qui n'a pas répondu aux demandes que nous avons faites concernant toutes les absences qu'on avait. Mais on a des dossiers complets. Mais l'année prochaine, ils seront tous complets. C'est l'engagement que je prends devant le conseil municipal ce soir. Ensuite, le montant de la redevance. Bon, je vous ai dit que je n'avais rien demandé cette année. Mais la loi me le permet. Depuis l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et l'application de ces dispositions relatives à la délivrance des titres d'occupation de courte durée pour les activités circassiennes et foraines. Des possibilités de dérogation à l'attention des cirques et des activités foraines peu utilisées. Cette circulaire précise la possibilité d'une dérogation au principe d'une sélection préalable des candidats potentiels à l'occupation du domaine public, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence. Je vous rappelle que les forêts, ça fait 30, 40, 50, 60 ans qu'ils viennent sur la commune. Ces dérogations, notamment pour les cirques et activités foraines, prennent la forme d'exception ou atténuation, notamment pour les occupations de courte durée, ou lorsque le nombre d'autorisations susceptibles d'être accordé, etc., etc. Donc je l'ai fait dans un cadre de loi, involontairement, je le reconnais, mais je suis couvert par la loi. On continue les questions. Ouais, donc, des questions diverses. Nous avons donc tous pu constater qu'à côté des gravats du chantier de l'ancienne cave stockée aux abords du cimetière, des personnes indélicates commencent à entreposer sauvagement des gravats de chantier. Quelles mesures avez-vous prises à cet égard et le cas échéant, quelles mesures entendez-vous adopter? Et dernière... on traite celle-là, on dira l'autre après, parce que c'est pas la même chose. Alors, eh bien là, ça tombe bien parce qu'on va faire un cours d'incivilité. Et je vais vous prendre deux exemples, comment l'incivilité a été traitée cet été par la liste qui est avec moi. J'ai été interpellé pour le chemin de Collet-Pointu. Quand vous allez à Saint-Estève-Janson, il y a deux points de dépôt. Un qui est au bord de la route et un qui est vers Paul-Soro. Et les gens, ils étaient excédés, les contribuables, et c'est normal, ils payent une redevance, donc il faut que ce soit propre. Ils m'ont interpellé. Donc nous avons, avec la police municipale, le maire et les riverains qui m'ont signalé ces incivilités, relevé le nom des personnes qui créaient ces incivilités, parce qu'il y avait leur nom sur les cartons déposés. D'accord? Donc, parce que les riverains disaient c'est des personnes de passage qui jettent ça comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Mais dans ce cas précis de traitement vraiment sur le terrain, nous avons rencontré cette personne qui se sont engagées à ne plus renouveler ces incivilités, et c'est des gens qui habitaient dans ce grand quartier. Voilà. Donc on a traité comme ça. Après, au niveau du tas qui est près de le tas de la cave qui est là-bas, bon, c'est pas cette année qu'il y a eu une recrudescence de dépôts. Il y en a peut-être eu un ou deux cette année, mais depuis la déconstruction de la cave, il y en a eu. Pour l'instant, c'est globalement pas trop gênant, pas trop ennuyeux, parce qu'apparemment il n'y a pas d'amiante, tout ça, on est allé vérifier. Donc la société qui a fait la déconstruction a mis des, je ne sais plus comment ça s'appelle, les grosses protections. Il en manquerait une à mettre pour pas qu'ils déversent. Mais si je mets encore un truc, ils vont le déverser devant. Voilà. Le problème, en général, c'est l'incivilité. Je vous ai dit ce qu'on a fait cette année et que je vais continuer de faire. Dès le moment où les administrés vont nous signaler des points, c'est surtout pendant les vacances, hein. Après Noël, c'est sûr qu'on va en avoir. Parce que les cartons, je vous rappelle, ça doit être mis à la déchetterie. Tous les matins, quand je passe au cimetière, les employés municipaux, pas plus tard ce matin, ils pleuraient, ils ramassaient les incivilités des gens pour les mener à la déchetterie. Donc on va continuer cette action, un avertissement et une contravention. Voilà. Engagement que je prends avec la police municipale et les services techniques. Parce que notre souci, c'est que le village soit correctement entretenu. Et à ce sujet, nous avons eu le maintien de la deuxième fleur qui nous a été confirmé il y a 3 ou 4 jours. Voilà.
Dernière question. La dernière fois, donc en outre, nous avons également constaté que l'édition de la fenêtre du Foussard du mois de septembre 2018 n'avait pas fait l'objet d'une quelconque parution. Pourriez-vous nous en donner les raisons et, si besoin est, la date de sa prochaine parution? La raison, elle est simple, elle a été évoquée à travers les absences d'agents. Et donc, moi, en tant que maire, j'ai décidé qu'une personne s'occupe de tout ce qui concerne le personnel de la mairie, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, parce que la titulaire n'est pas là depuis un certain temps. Et on a mis de côté ce qu'elle faisait avant, et une réorganisation du personnel doit être faite en début d'année. On fera une fenêtre du Foussard d'ici fin mars, pour faire une rapide rétrospective de 2018, et surtout ce qu'on va proposer à la population d'ici les prochaines élections. Par contre, vous pouvez consulter le site de la commune, vous pouvez consulter le Facebook de la commune, et rien ne vous empêche, si vous voulez communiquer avec la population, d'émettre des dépliants dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc, les questions sont terminées. Je vous remercie pour le calme, tout ça, c'est parfait. Donc, on va aller vite pour les impôts diverses que je fais régulièrement. Alors, bien sûr, vous devez le savoir, ça fait une semaine que je suis sollicité gentiment, un peu méchamment, un peu sous pression, par ce qu'on appelle la grande concertation, initiée par notre président. Je ne l'ai pas mis en place à ce jour, parce que je ne connais pas encore les modalités précises de cette consultation. Premier point. Hier soir, avant-hier soir, je crois qu'il y a eu une déclaration du président qui disait qu'ils allaient le faire, 4 domaines, 5 domaines, etc., etc. Je vous invite à aller parcourir sur Internet les commentaires des principaux journaux qui disent qu'on ne sait pas. La concertation nationale commencera début janvier, elle durerait jusqu'au 1er mars. Qui est concerné, chaque Français pourra donner son avis. Le but est de permettre aux citoyens d'exprimer leurs attentes et propositions. Discuter, oui, mais sur quoi? 4 thèmes ont été choisis: transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, collectivité publique, démocratie, citoyenneté. Dans quel lieu? Le gouvernement devrait s'appuyer sur les mairies pour organiser ces débats. Syndicats et entreprises pourraient être également sollicités. Une consultation en ligne n'est pas exclue. Les députés LREM ont promis le rapport bénévole et enthousiaste. Qui pilote? C'est Madame Chantal Joanneau, ancienne sportive, qui est chargée de coordonner cette concertation. Mais moi, en tant que maire, je ne sais pas ce que je dois faire aujourd'hui précisément. Alors, ils ont dû en parler en Conseil des ministres. J'ai regardé vers 17 h sur Internet pour savoir s'il y avait eu les premiers éléments de la concertation. Il n'y a rien. Alors, j'ai quand même commencé à mettre en place cette concertation par, là il en manque, il est là, 5 classeurs. Parce que s'il y a 4 domaines, donc le vert, vous savez ce que c'est, transition écologique. Après, ça je vais dire après, en rouge la fiscalité, parce que ça fait mal un peu à tout le monde. L'organisation de l'État et des collectivités publiques, une grosse inconnue, et démocratie, citoyenneté en bleu, parce que le bleu c'est source de votants et peut-être de bonnes propositions. Et le dernier, je l'ai créé parce que hier matin, pas plus tard que hier matin, j'ai reçu une personne, un couple, qui est venu me faire part de ses doléances entre guillemets. J'avais renoncé, ils m'avaient pris un rendez-vous, je les ai reçus, et je vais mettre dans ce 5e cahier des lettres que je recevrai ou des mails que je recevrai, où tous les thèmes sont abordés dans le même document. Donc il y en a un qui a pris l'exemple de ce qui s'est fait sur Paris en Île-de-France, et après j'ai une lettre retracée où il y a un peu tous les points. Demain, j'ai un autre rendez-vous, je ne l'ai pas refusé, même si je ne connais pas ce que je dois faire, ce que je dois remonter, comment m'organiser, tout ça. Je ne refuse aucun rendez-vous, j'en ai refusé aucun depuis 2014. Donc si vous avez des personnes qui veulent me rencontrer, ils passent voir Sylvie pour me prendre un rendez-vous. S'ils me croisent dans la rue, j'ai toujours mon portable, je prendrai rendez-vous avec eux. Mais aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de dire comment je recueille les éléments,
Qu'est-ce que je vais en faire? Je les envoie à la préfecture. Moi, j'attendais l'équipe du préfet. Et voilà. Alors, je vous dis ça parce que quelqu'un m'a un peu sermonné. Donc, je remplis ma mission de maire en faisant ça. Alors, ça, c'est la première nouvelle. Donc, ça devrait se décliner jusqu'au 1er mars. Et ça devrait commencer que début janvier. Donc, j'anticipe un peu. Ensuite, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont occupées des dernières manifestations, notamment la reprise du Téléthon. Donc je citerai qu'une personne, Patricia Gaucher, mais elle a été entourée de beaucoup de personnes qui sont autour de cette table, qui sont chez eux au moment où on parle. On a relancé cette opération, ça s'est très bien passé, faible participation. Mais les gens deviennent individualistes, ça explique peut-être cela. Je voulais remercier également tous ceux qui ont contribué au goûter de Noël. Nous étions 116 ou 120 personnes, un peu moins aussi de participation. Je voulais féliciter le choix de la soirée pyrotechnique pour ceux qui l'ont vu. J'étais pas là, on a remonté de bons éléments. On a un point à améliorer pour l'année prochaine, le site n'est pas manque de sécurité. Donc très certainement on va s'orienter en accord avec la gendarmerie sur peut-être là où les feux de la Saint-Jean se faisaient, à l'espace verrier, où ce soit plus confiné, où les voitures ne passeront pas devant le spectacle. Voilà. Mais sinon, c'était... Pendant 2 ans, on a fait le cirque, ça a été apprécié. Là, il y avait au moins 300 à 350 personnes qui sont venues, donc c'est pas mal. Ensuite, la bonne nouvelle, qui était très incertaine avant qu'on ait ce conseil, c'est que l'ACAR, l'association des commerçants, devrait continuer. Assemblée générale, il y a 15 jours, un commerçant, 3 élus, l'ancien président et une autre personne. Convocation d'AGE pour dire on ferme ou on continue. Pareil. Heureusement, à un moment donné, un commerçant artisan qui s'est pointé, et donc je le remercie de prendre en compte la carte, et il va se mettre en situation d'aller voir notamment les nouveaux commerces pour que cette association de commerçants continue de vivre sur le village. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que j'ai vu le moment où c'était catastrophique. Ensuite, donc, je vous donne des rendez-vous. Le 21 décembre, là, il y a Philo Foraine à la MJC à 20h30. Il y a bien entendu notre fête de la truffe dimanche, logiquement avec du beau temps, sauf si ça change, avec la présence du sous-préfet, M. Bouteron. Ensuite, je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Je vous donne rendez-vous après pour les vœux de la municipalité qui auront lieu le 19 janvier. Et voilà. Et je vous remercie de votre patience, présence et intérêt pour notre village. Merci.